Après, donc, leur dire de venir à ça, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. On va reprendre. On a le plaisir d'accueillir pour cette keynote Étienne Grams, qui a traversé tout Paris avec le RER bloqué, comme certains de vous l'ont vécu ce matin. Et Étienne vient de le vivre aussi. C'est bien, ça a laissé plus de temps pour les séquences d'avant. Merci beaucoup Étienne d'être là. Tu es directeur de CCL Services à Capgemini, mais tu es aussi haut fonctionnaire et tu connais très bien l'administration, notamment la PHP, différents cabinets ministériels, tu sais avec Martin Hirsch sur pas mal de sujets. Vous avez une petite bio d'Étienne là-dedans d'ailleurs, donc je ne vais pas vous la faire en entier. Voilà. Merci d'être là. Et puis bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Alors j'ai réfléchi à ce que je voulais partager avec vous à partir de mon expérience personnelle et mon goût pour la technologie, la manière avec laquelle j'ai été confronté à plusieurs sujets technologiques. Et vous l'avez compris, mon rayon c'est la santé. Alors, je sais qu'il y a plusieurs acteurs de la santé. Il y a une première chose que je voulais vous dire d'évidence, et parce que moi ça m'a toujours beaucoup frappé. Qu'est-ce que, de votre point de vue, qu'est-ce qui a un impact significatif sur l'état de santé de la population? Qu'est-ce qui fait que vous améliorez les résultats d'un système de santé? La prévention, l'alimentation, l'environnement. Si vous deviez réduire le risque d'une personne qui a un infarctus du myocarde à de décéder avant d'être réhospitalisé, vous feriez quoi, le sport? Allez voir ce papier. National Bureau of Economic Research. Le meilleur déterminant de la qualité des hôpitaux dans le monde, ce papier concerne 4 pays différents, pour savoir le risque que vous avez de décéder après une hospitalisation pour un infarctus du myocarde, c'est la qualité des managers de ces hôpitaux. Et honnêtement, dans le système de santé, j'ai jamais vu une courbe comme ça. Ils ont fait une enquête internationale qui est très connue, qui s'appelle World Management Survey, pilotée par une équipe de Harvard, Nicholas Bloom, Van Reenen. Et ils ont distingué les scores des managers sur cette enquête en 3 groupes. Pas bons, les bons et votre risque d'infarctus du myocarde après hospitalisation. Alors qu'est-ce qui fait la qualité des managers? Bonne question. Est-ce que vous pensez que notre pays a besoin de technocrates? Non. Moi je suis technocrate et je l'assume. J'ai écrit un petit livre sur le sujet. Et il part d'une réflexion qui est issue c'est tout bête, l'actualité. Vous savez, les Échos publient chaque année les livres les plus influents dans le monde. Ils ont interrogé 200 personnes, chefs d'entreprise, directeurs d'administration centrale, intellectuels, etc. Et ils leur demandent quels sont les livres qui ont eu le plus d'influence pour prévoir l'avenir pour vous. Et donc c'est l'été 2017. Dans les 10 plus grands livres, il y a 3 personnes qui sont les 3 meilleurs scores, ont une chose en commun, c'est qu'ils sont membres de quelque chose qui s'appelle l'Université de la Singularité. L'Université de la Singularité, c'est une association qui a été créée autour d'Alphabet par quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est là, qui est ingénieur en chef d'Alphabet, et qui a pour objet de déplacer les conditions de fonctionnement de la vie humaine pour allonger la vie. On considère qu'on est trop tranquille avec notre idée de vivre jusqu'à une espérance de vie moyenne et que la vie éternelle est devant nous. Et qu'il a un projet personnel, moi vous le trouverez dans le Wall Street Journal, il a une longue interview dans laquelle il s'appelle Ray Kurzweil, il est le fils de Frédéric Kurzweil, pour les amateurs de musique, célèbre pianiste et chef d'orchestre. Et son projet, c'est de faire revivre son père à 61 ans. Donc il discute très longuement dans le Wall Street Journal sur les raisons pour lesquelles il a choisi cet âge-là. C'est en fait le grand moment de Brahms, de son père. Et il avait des interactions avec lui qui n'étaient pas très bonnes, mais il a quand même choisi de recréer un avatar à l'âge de 61 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la technocratie, c'est quand même le gouvernement des cultures, des techniques. Et si on devait savoir qui aujourd'hui domine ou possède les techniques ou les nouvelles technologies, je pense qu'au 19e siècle, on aurait été à l'aise. On aurait considéré que ça se passait d'ici. Je pense qu'aujourd'hui, ça se passe entre Cupertino, Palo Alto, et puis sur une petite bande de terre qu'on appelle la Californie.
Et c'est un problème. C'est un problème pour vous, c'est un problème pour nous. Moi, vous le faites selon les termes que vous voulez. Moi, j'ai inventé le mot digitocratie pour mettre les gens plus à l'aise, mais c'est quand même un peu le sujet. À un moment, il faut assumer le fait qu'on a un rôle dans le fait de prédire les technologies et d'anticiper ces technologies. Alors moi, je l'ai vécu très concrètement parce que pendant 2 ans de ma vie, j'étais chargé de reconstruire Bichat-Beaujon. Les médecins du nord de Paris appellent ça Bichon, c'est très mignon. C'est un projet à 1 milliard d'euros financé par la PHP et le ministère de la Santé à Saint-Ouen. Il s'agit de reconstruire l'hôpital de 2025. Et évidemment, quand vous avez cette responsabilité, vous dites, est-ce que je peux jouer sur 2025 ? Non, il faut 10 à 12 ans pour construire un hôpital. Les grands hôpitaux dans le monde mettent à peu près ça. Le New Karolinska en Suède a mis 12 ans à être reconstruit. Et vous n'échappez pas, et c'est pas seulement un sujet de maîtrise d'ouvrage public, vous n'échappez pas à un décalage entre le moment où vous décidez de ce que doit être cet hôpital et le moment où vous l'ouvrez. Et ce décalage, il est quand même de 7-8 ans. Donc je me suis retrouvé dans une situation assez simple, c'est que j'avais à Bichat et Beaujon, je ne sais pas si vous connaissez ce hôpital, les meilleurs spécialistes du monde, alors en infarctus de myocarde notamment, en cardiologie, en oncologie, le système digestif. Pour ceux qui connaissent ces hôpitaux, vous savez aussi pourquoi on le reconstruit, parce qu'ils sont particulièrement dépassés, pour certains amiantés, un des deux. Et vous devez leur demander ce à quoi ressembleront leurs spécialités dans 10 ans. Aucun ne répond, aucun ne joue le jeu. Vous discutez avec les hépatologues et vous leur dites ce sera quoi votre spécialité dans 10 ans, ils vous disent mais vous savez, moi j'ai plus de patients de l'hépatite C depuis 1 an et demi, parce qu'il y a une molécule qui soigne l'hépatite C maintenant. Donc si je dois vous dire dans 10 ans quelles pathologies viendront encore à l'hôpital, je ne suis pas incapable de vous répondre, et allez voir mon collègue en oncologie parce que c'est ce qui va lui arriver dans les 10 prochaines années. D'ailleurs, certains acteurs de la technologie, comme IBM, quand on demande à la PDG d'IBM ce qu'est l'hôpital de dans 10 ans, elle ne répond pas d'hôpital du tout. Donc j'ai fait ce travail, ça c'est le projet Campus Nord, c'est un vrai projet, et rassurez-vous, il va ouvrir en 2027, on a perdu un petit peu de temps. Et c'est un projet qui est majeur pour la puissance publique, c'est un des grands projets d'investissement du Grand Paris. C'est un projet qui a des sujets d'aménagement urbain considérables. Mais c'est un projet pour lequel le traumatisme qu'a la PHP avec l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est d'ouvrir un hôpital qui est déjà dépassé, est béant et traumatisme que je ne savais pas résoudre. Et finalement, j'ai trouvé une solution où j'ai trouvé un guide, une façon d'embarquer en fait ma collectivité médicale autour de ce projet dans une série télé. Vous connaissez cette série ou pas, Flash Forward ? Je ne vous la présente pas par hasard, elle a une particularité, c'est qu'elle a été écrite par des gens qui sont inspirés de la futurologie pour construire son scénario. Et d'ailleurs, à travers la série, j'ai bien l'idée de vous donner comment fonctionne la futurologie. Le monde s'arrête, blackout de 45 secondes, le monde se réveille, les gens ont vu leur futur à une période qu'ils ne peuvent pas déterminer, et ils doivent déterminer les raisons pour lesquelles ce blackout est intervenu. Donc Mark Benford, qui est là, agent du FBI, doit enquêter sur les raisons pour lesquelles le monde s'est arrêté pendant 45 secondes et ce que sera le futur à un horizon qui doit déterminer. C'est un super scénario, je vous le dis tout de suite, parce que vous avez des gens qui n'ont pas vu le futur du tout, donc qui savent qu'ils vont mourir dans le délai qui les sépare du temps à découvrir, ils sont hyper sensibles au délai avec le futur. Vous avez des gens qui se réveillent dans le lit d'une autre femme et ils essaient d'anticiper un peu le futur. Vous avez des gens qui se réveillent sur une voie ferrée en face d'un train et donc ils essaient de savoir exactement ce qu'ils commandent jamais être dans cette configuration. Ce qui est très intéressant, c'est que Mark Benford fait ce qu'on fait en futurologie, en principe, c'est-à-dire qu'il fait un tableau. Et sur ce tableau, il note l'ensemble des choses qu'il est capable de qualifier sur ce futur. Donc, il investit à peu près 20 à 30% du futur par des faits dont il a la certitude qu'ils vont survenir. Et ce dont il se rend compte, c'est la loi principale de la futurologie, c'est qu'il y a 70% du tableau qui non seulement est blanche, mais qui est sujette à une évolution de l'activité humaine. C'est-à-dire que le fait d'avoir vu le futur va changer totalement la trajectoire qui conduit au futur. C'est le principe de base de la futurologie. Forcez-vous à essayer d'anticiper demain, forcez-vous à projeter l'hôpital du Campus Nord pour essayer de changer le chemin qui vous projette vers ce futur. Finalement, vous êtes libre. Le futur n'est pas prédéterminé par la technologie. Il y a quand même 2 choses qui sont importantes dans le secteur de la santé pour essayer de comprendre la difficulté que j'ai eue avec le Campus Nord. La première, c'est la loi de Moore. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça. Gordon Moore, ingénieur de Intel, qui en 1963 a prédit qu'on doublerait la taille des microprocesseurs tous les 2 ans.
Et c'est une réalité qui s'est confirmée depuis 1963 avec une mécanique d'horlogerie. Et c'est une réalité qui s'est confirmée parce que le secteur des microprocesseurs ou des semi-conducteurs a décidé de confirmer la loi de Moore. Ce n'est pas une réalité qui s'est confirmée purement et simplement pour des raisons technologiques. C'est une réalité parce que Samsung ou les grands acteurs de microprocesseurs, Intel, ont décidé de maintenir le rythme de la loi de Moore. Ce qui est intéressant, vous connaissez tous les ordinateurs qui sont dépassés, vous connaissez tous dans les hôpitaux des énormes appareils d'imagerie qui sont devenus maintenant tout petits. Ça, c'est la loi de Moore. La particularité de la loi de Moore, c'est que c'est une fonction exponentielle. Ça veut dire doubler la taille tous les 2 ans. C'est pas du tout quelque chose de linéaire, ça veut dire que vos anticipations vont être dépassées tous les 2 ans. Vous êtes habitué à travailler sur un micro-ordinateur que vous croyez tout petit, 2 ans après, vous avez un smartphone dans les mains. D'accord ? Là, il n'y a rien de plus anti-humain pour des anticipations qu'une fonction exponentielle. J'ai essayé de l'expliquer à un enfant, une fonction exponentielle, vous n'arriverez pas à lui expliquer avec des mots qui correspondent à la réalité. Et il y a un sociologue français, alors qui est très connu dans la Silicon Valley, qui est moins connu en France, qui s'appelle Jacques Ellul, qui a théorisé ça avec d'autres mots sous le nom du débordement technologique. Il dit on a ouvert un cycle d'évolution technologique depuis le milieu des années 60, qui fait qu'à chaque fois qu'on se recale sur un nouvel horizon technologique, on est déjà débordé, on est déjà dépassé. Et c'est ce que les acteurs de la santé vivent. Et c'est sans doute un des éléments qui nuit le plus à leur bien-être. À chaque fois qu'ils arrivent à caler leurs anticipations sur la manière avec laquelle les appareils d'imagerie nucléaire fonctionnent, ils savent que 2 ans après, les choses seront déclassées. Et il y a une chose assez particulière dans la période qu'on vit actuellement, elle est double, c'est que la loi de Moore est finie. Le secteur des semi-conducteurs a déclaré que la loi de Moore était finie pour des raisons de miniaturisation. La loi de Moore fonctionne sur le silicium, et à un moment, on ne peut plus miniaturiser la manière avec laquelle on dessine les microprocesseurs au silicium. Mais la deuxième chose, c'est qu'elle a des relais extrêmement puissants et qui vont dépasser sa fonction exponentielle. Il y en a 2 ou 3, l'informatique quantique est le principal, et puis il y en a un deuxième qui est l'effet réseau, l'effet pair, qui est ce qui m'a manqué pour venir vous rejoindre, Waze. Si vous mettez ensemble des données et que vous reproduisez à travers ces données l'équivalent d'un système, vous allez donner beaucoup plus de puissance à la valeur de votre technologie digitale dans ce système. S'il y a 3 personnes qui vont sur Waze, Waze ne m'intéresse pas. Si maintenant j'ai la certitude qu'il y a 70% des gens qui vont sur Waze, Waze est une technologie qui change totalement sa valeur pour moi. Alors, le manager dans tout ça, il fait quoi ? La première qualité du manager, celle sur laquelle je voudrais vous entendre, c'est qu'il doit raconter l'histoire. N'oubliez pas ça, c'est votre responsabilité de raconter l'histoire. Vous êtes un manager public, vous devez raconter l'histoire. Alors j'ai le contre-exemple parfait, et c'est pas parce que le président de la République a été le rapporteur de ce rapport que je voulais vous montrer, mais 300 décisions qui vont changer la France, 300 réformes, empiler des réformes, ça raconte aucune histoire. Il y a une histoire un peu cachée dans le rapport Attali, que je ne résiste pas à partager avec vous. Rapport Attali, septembre 2007, 2 mois avant la crise financière internationale et la crise de la dette en Grèce, contient cette phrase magnifique. L'Italie, le Portugal et la Grèce et plusieurs nouveaux États membres ont aussi mené des réformes courageuses pour contrôler leurs dépenses publiques, moderniser leur administration et mieux recruter leurs agents publics. L'Espagne a œuvré à maîtriser son marché du logement. 2 mois après, la Grèce a connu la crise de la dette et l'Espagne a connu une crise immobilière. Ils ne se sont pas tout à fait remis. Ça rend modeste sur la technique du j'empile les réformes. D'accord ? Souvent, parce que je l'ai connu ça, on a du mal à raconter une histoire parce qu'on considère que l'histoire est difficile. Et on se dit finalement, j'ai beaucoup de mal à raconter une histoire qui va mettre les gens devant une certaine forme d'impasse. Une chose à avoir à l'esprit, je vous montre cet exemple pour que vous l'imprimiez et que vous en souveniez, il vaut mieux souvent une histoire que vous jugez difficile que pas d'histoire du tout. Alors souvenez-vous que l'histoire est faite de... Alors ça pourrait être le slogan de la direction du budget, en l'occurrence c'est une phrase de Winston Churchill, « Il n'y a rien d'autre à vous promettre que du sang, de la sueur et des larmes ». C'est quand même cette phrase qui a embarqué un pays tout entier dans sa résistance à l'Allemagne pendant 4 ans. Il n'a pas raconté une histoire qui était forcément fabuleuse. Il vaut mieux une histoire que pas d'histoire du tout. Vous embarquerez jamais quelqu'un si vous ne construisez pas une directrice. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que par rapport à ce débordement technologique ou à la profusion de technologies que l'on connaît, vous avez une responsabilité tout particulière qui est éthique. Alors là, vous avez en photo Joshua Brown, ou ce qu'il en reste, qui était dans un véhicule autonome, qui est la première personne qui est décédée, écrasée par une erreur de programmation d'un algorithme.
qui est intéressant, c'est que cet accident a été dévoilé par Tesla, parce que c'est Tesla qui est derrière cet accident, le jour même où Jean-Claude Bonnefond, qui est un chercheur de la Toulouse School of Economics, a développé une grande enquête internationale sur les choix éthiques derrière l'algorithmie des véhicules autonomes. Un projet qui s'appelle Moral Machine, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, allez vous tester sur le site, et dans lequel il montre qu'en fait les choix éthiques qu'on fait pour programmer un véhicule autonome sont extrêmement différents selon les cultures. Pour faire court, je simplifie délibérément, quand vous faites l'enquête Moral Machine qui est est-ce que grosso modo je dois prendre un risque, mesurer, mais prendre un risque de faire dévier la trajectoire de mon véhicule pour éviter moi-même de décéder, ça s'appelle le dilemme du trolleybus. Je dois prendre un risque de faire dévier de trajectoire. Si en face de moi j'ai une personne âgée, c'est 1 pour 1. Moi je vais économiser ma vie, mais je vais tuer une personne âgée. Comment vous résolvez le dilemme? Ou si en face de moi j'ai un animal, typiquement. Donc, les Américains n'ont aucun problème à écraser une personne âgée, ont énormément de problèmes à écraser les animaux. Vous verrez les résultats, ils sont en ligne. Je ne mens pas. Les Européens sont quantitatifs. J'ai essayé d'économiser le maximum de vie, quoi qu'il arrive, peu importe qu'il y ait une action physique ou pas. Les Français ne sont pas européens dans ces résultats, ils sont nord-africains, ils ont une préférence systématique pour les jeunes. C'est intéressant, ils n'en ont aucun problème, rien n'affiche de tuer une personne âgée. Par contre, s'il y a un bébé, la durée de vie de la personne est un critère de choix extrêmement fort dans notre pays. Ce qui est intéressant dans Moral Machine et dans ces projets sur l'éthique de l'IA, c'est de se souvenir qu'il y a évidemment un sujet de valeur et de morale autour de l'IA et des règles qui doivent être respectées, c'est très fréquent dans la santé, mais il y a une part de la réglementation qui va dépendre de vous, qui est locale. Ce sont des choix éthiques qui doivent être faits dans des situations données. Et c'est forcément une équipe, c'est forcément dans un secteur donné que vous le faites. Si demain vous devez programmer une IA pour remplacer la première ligne du SAMU, les 2 premières minutes que vous allez passer au téléphone avec un SAMU, si vous entraînez une IA à partir des données que vous avez actuellement, vous allez reproduire Naomi Musenga avec le SAMU de Strasbourg. C'est-à-dire que vous avez un biais, je passe sur les aspects biais de discrimination en raison de l'origine, mais il y a un biais tout simple qui est qu'on appelle la fermeture immédiate de la conversation, c'est-à-dire que quand vous avez le sentiment qu'une personne correspond à une personne qui vous a fait perdre votre temps 10 fois au préalable, vous fermez immédiatement la conversation. C'est le même biais que ce qu'on appelle le biais d'ancrage qui fait que vos enfants pensent que la vache boit du lait. D'accord, votre cerveau s'est habitué. Toutes les intelligences artificielles vont embarquer des biais. Il y en a que vous allez accepter, il y en a que vous n'allez pas accepter. Si vous voulez être demain technocrate ou digitocrate, il faudra que vous soyez capable d'adresser ces questions. Et l'éthique ne se détermine pas d'une façon générale. Elle se détermine dans un environnement donné. La question des biais se traite dans une culture donnée. Le deuxième sujet que je voulais partager avec vous, alors qui est issu de mon expérience du Campus Nord, c'est que quand vous êtes confronté à des technologies, il y a une forme d'inconfort qui se crée au contact même de la technologie, qui est liée à l'humain. Si j'avais à côté de moi un robot, vous savez, on fait souvent des conférences avec Peter ou des robots un peu démanipulés, vous seriez focalisé sur le robot et vous auriez une forme d'inconfort par rapport à ce que je vous dis. Vous ne me verriez pas comme un humain proprement. Dans le secteur de la santé, c'est extrêmement connu, c'est une relation qui s'appelle la vallée de l'étrange, c'est issu d'un mot d'un sociologue japonais qui s'appelle Mori, qu'on appelle Uncanny Valley, la vallée de l'inconfort. Le premier contact que vous avez avec une machine, et les hôpitaux sont maintenant hypertrophiés de technologie, détruit de la confiance. Et c'est seulement si vous avez beaucoup travaillé le design de cette machine, en l'occurrence si un robot vous ressemble physiquement, qu'il a une peau ou qu'il a des yeux, qui crée une forme de confusion chez vous, que vous remontez la relation de confiance. Le technocrate de demain ou le digitocrate, son cœur du sujet, ça va être de déterminer où il se situe dans cette vallée. Moi, je vous le dis assez simplement, dans le secteur de la santé, vous ne pouvez pas demander au médecin de rester là, sur son piédestal, loin de toute technologie et loin de toute forme d'interaction avec le patient. Il est forcément en fond de vallée. Donc ensuite, votre cœur du sujet, c'est comment vous créez une relation avec le patient qui va vous amener là, qui va globalement donner la conviction au patient qu'il a une maîtrise équivalente de la technologie par rapport à celle que le médecin a. La relation d'une technologie dans une relation de service, dans une relation d'usager, est toujours triangulaire. La technologie va toujours intervenir dans le lien que vous avez avec vos usagers. Et le cœur, à mon avis, du manager, c'est de penser ce triangle, la manière avec laquelle il évolue. La troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est si vous devez penser ce triangle, et notamment l'autonomie qui est donnée à l'usager dans sa relation de service,
il faut aller un peu plus loin que ce concept vague d'autonomie. Les sciences de l'éducation livrent des clés pour ça, et à mon avis, il faut que ça vaut le coup que vous les connaissiez. Vous savez qui est en photo ou pas? Ah oui, super. Vous savez ce qu'il a en commun avec Sergey Brin, donc le fondateur d'Alphabet, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, George Clooney, Chelsea Clinton, Montessori, bravo. Ils ont tous fréquenté une école Montessori. Vous connaissez tous Montessori, j'imagine? Le Montessori est l'école d'autonomie. Vous changez la relation que vous avez avec des élèves, vous les mettez en situation de réussir plutôt que vous êtes dans une relation dans laquelle vous leur apprenez des choses, proprement dit. Donc vous savez tous, la pédagogie Montessori utilise des cubes, elle vous met en situation de réussite. Ça, c'est Maria Montessori, en 1902, qui a inventé cette pédagogie. Et dans le domaine de l'éducation, Montessori a un peu investi tout au long de la vie, maintenant. Les sociétés de conseil, c'est du Montessori tout au long de la vie. On vous met en situation de faire des missions et de progresser parce que vous réalisez des missions. Et en fait, quand vous regardez le monde du travail, il y a des domaines où Montessori fonctionne, il y a des domaines où vos métiers sont apprenants, il y a des domaines où vous n'apprenez rien à faire votre métier, et donc progressivement vous appauvrissez. Et ce qui fait l'apprentissage, c'est pas le volume de savoir qu'on vous transmet, c'est le fait qu'on vous mette dans une situation qui vous permet d'apprendre. Alors dans le Montessori tout au long de la vie, il y a un truc qui est à la mode qui s'appelle l'école 42. Sur le site internet, ça ressemble à ça. Vous connaissez l'école 42 ou pas? Alors c'est du Montessori, c'est la première école sans enseignant. On vous apprend à coder en vous mettant devant des ordinateurs et vous avez un système qui vous guide en mode e-learning pour apprendre vous-même à créer du code. Qui parmi vous a déjà fréquenté l'école 42? Ouais. Ça ressemble à ça? Soyez honnête. C'est le bordel. Moi, j'y suis allé 3 fois. Il y a une constante de l'école 42, c'est que ça ne ressemble pas à ça. Une deuxième constante, c'est qu'il y a des serviettes mouillées partout. Une troisième constante, c'est qu'il y a des gens qui dorment par terre. D'accord? L'école 42 est un excellent exemple de ce que l'autonomie apporte dans la relation d'apprentissage. Elle est parfois apprenante et elle est parfois extrêmement destructrice. Vous le savez tous avec des enfants, c'est vrai du Montessori tout au long de la vie. Et de fait, si vous ne pensez pas les conditions dans lesquelles l'autonomie que vous allez donner à votre usager va progresser, vous n'allez jamais le mettre en situation de progresser. Alors ce qui est intéressant, c'est que les sciences de l'éducation ont exactement décrit ce qui fait que l'autonomie permet à quelqu'un d'apprendre, et c'est d'ailleurs ce que l'école 42 utilise, et par rapport au cas où l'autonomie est destructrice. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Quand vous rentrez à l'école 42, on vous demande de faire ce qu'on appelle la piscine, c'est-à-dire un test pour tester votre motivation. On vérifie que vous soyez capable de vous projeter dans un effort d'apprentissage personnel. Et ce test repose dans une relation dans laquelle on vous renvoie le fait que vous êtes vous-même capable. L'effet Pygmalion, dans le domaine de l'éducation, c'est assez simple. Il a été prouvé par une équipe canadienne au milieu des années 80. Vous séparez une classe en deux. Vous faites faire un test de QI aux 2 groupes. Vous revenez à la fin du test de QI, vous trichez sur les résultats d'un des 2 groupes. Vous augmentez de 25% les résultats. Vous repartez, et donc vous avez 2 classes. Une classe dans laquelle le professeur pense avoir des élèves ordinaires, et une classe dans laquelle le professeur pense parler à des génies. Vous revenez 1 an après, et évidemment les résultats dans la classe dans laquelle le professeur avait juste pour effet de penser qu'il avait des génies en face de lui, a des résultats considérablement plus importants en mathématiques, en lecture et dans le taux de redoublement. La projection que vous donnez à l'usager, dans sa capacité à saisir lui-même son autonomie, est le sujet clé. Il y a une pièce de George Bernard Shaw qui raconte l'effet Pygmalion. Vous connaissez peut-être, elle a été mise en scène au cinéma. My Fair Lady. Ça vous parle ou pas? Donc vous avez tous en tête, je vous le montre pour que vous en souveniez, parce que vous allez vous retrouver face à des usagers. Si vous voulez faire du Pygmalion, vous faites comme Rex Harrison dans My Fair Lady. Rex Harrison rencontre Audrey Hepburn dans le marché de Londres. Elle parle un anglais cockney, qui est un anglais absolument affreux. Il considère qu'il faut lui apprendre. Il teste toutes ces techniques d'apprentissage les unes après les autres avec elle. Elle lui met des cailloux dans la bouche, etc. Il n'y arrive pas. Et puis un jour, il l'emmène voir les courses et elle en a assez de se faire entraîner. Elle se lâche complètement et elle finit par insulter les chevaux. Si on a 5 minutes, je vous montrerai l'extrait. Et il tombe amoureux d'elle. Il change son regard sur elle. Il décide de renoncer à lui apprendre quoi que ce soit. Et en fait, il la met simplement en situation de parler avec lui. Et évidemment, à la fin du film, elle parle l'anglais parfaitement. Moi, si je pouvais vous transmettre quelque chose, essayez de vous demander comment vous pouvez mettre du Pygmalion dans la relation de service que vous avez avec les citoyens. Je pense que c'est ce dont on a le plus besoin. Au-delà du sujet de la technologie,
Je pense que le cœur du sujet, c'est que vous donniez de l'autonomie à l'usager, mais en projetant un certain niveau de confiance suffisant dans le fait que l'usager va savoir en faire quelque chose. Je vous remercie. Ça, c'est mon livre. Et pardon, je voulais vous lancer le film, mais manifestement, il faut, je pense, sortir de la présentation. Ça prend 40 secondes, vous le trouverez sur Qwant. Il était en lien, mais je voulais voir si ça marchait, ça marche pas. Par contre, on a un peu de temps. Merci beaucoup, Étienne, pour des questions, des remarques, des commentaires, tout ce que vous voulez. Puisqu'on a encore un peu de temps avec Étienne avant d'aller déjeuner. Donc, si vous avez des questions, dites-moi. Il y en a une par là. Et puis, on va passer un deuxième micro après. Je peux juste dire, ça sera l'occasion. Emmanuel Constantin, donc à la DITP. Je voulais revenir sur bon manager, mauvais manager. Dans l'étude particulière sur les hôpitaux, c'est quoi les critères qu'ils donnent pour, a priori, un peu évaluer les managers et finalement les vôtres, même si vous en avez donné déjà certains. Alors, merci pour cette question, c'était un sujet qui me tient à cœur. Il y a l'équipe qui a publié l'étude, donc elle s'appelle Raffaella Sadoun, elle est italienne d'ailleurs, et elle vient souvent en France, et Nicolas Bloom a construit et à Harvard, elle a construit un référentiel pour évaluer la qualité managériale. Donc il y a 21 questions qui sont posées de façon systématique pour l'étude sur les hôpitaux dans 21 pays. La France est dedans, donc vous trouverez les résultats de la France. Et la France est plutôt pas mal en termes de qualité managériale. Donc ils ont eu des questions sur, vous connaissez tout ça, le périmètre, qui est manager. Donc dans un hôpital, c'est pas évident. Est-ce que les cadres de soins sont managers ou pas? Oui, bien sûr, mais c'est une question à régler. Les chefs de service, et évidemment les directeurs d'hôpitaux, et c'est sur les directeurs d'hôpitaux que les différences sont les plus importantes. Les questions sont principalement sur la capacité à gérer l'autonomie, justement. Est-ce que vous avez le sentiment que votre manager vous laisse des marges de manœuvre suffisantes pour réussir? Est-ce qu'il vous accompagne dans votre réussite? Est-ce qu'il développe des outils qui vous permettent de réussir? Voilà, donc, vous allez voir World Management Survey, vous aurez les 21 questions. C'est très simple, le questionnaire s'est progressivement enrichi et stabilisé maintenant. Ils sont à une phase où ils l'ont testé dans plein de secteurs industriels différents et il a une certaine valeur scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres oui. Merci, Juliette Auricos de la préfecture de région. Je me demandais concrètement dans Campus Nord comment vous avez du Pygmalion avec les usagers. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ma conviction personnelle, parce que je fais court, mais la PHP est le plus grand hôpital au monde. Il y a 8 millions d'utilisateurs. Alors c'est intéressant aussi pour ceux qui sont du secteur hospitalier. La PHP a la moitié du budget de la Mayo Clinic. Il y a 4 fois plus de patients. Avec 8 millions d'utilisateurs, vous avez la plus grande base de données hospitalières, c'est l'entrepôt de données hospitalier de la PHP. Et donc vous avez la possibilité d'entraîner une intelligence artificielle potentiellement importante. Et donc on a été très sollicité, voire sursollicité, pour créer des partenariats dans le cadre du Campus Nord autour de l'intelligence artificielle. J'en ai vu plein. On a vu Watson à IBM. Moi je ne crois pas du tout. Je pense que c'est une intelligence artificielle qui est très sophistiquée, et deux, qui propose de remplacer le médecin sans appliquer les règles evidence-based, c'est-à-dire les règles qui normalement autorisent un dispositif à rentrer dans le système de santé. On a vu des dispositifs qui font de la reconnaissance d'images, etc., qui permettent de, par exemple, détecter un cancer du sein en lisant des mammographies. On a vu des dispositifs qui utilisent le langage naturel, je citais l'exemple du SAMU tout à l'heure. Ma conviction personnelle, et ça reboucle avec Pygmalion, c'est que le dispositif dont le système de santé a le plus besoin en lien, c'est un chatbot qui prépare la consultation. Le Royaume-Uni développe, dans le cadre du NHS, ça s'appelle Babylon Health. Le groupe Kaiser Permanente aux États-Unis a créé ça aussi. Et ayez en tête qu'un médecin, quand il voit un patient, passe 14 minutes en moyenne avec lui. C'est vrai du médecin général, c'est vrai du médecin spécialiste. Il a 14 minutes à lui consacrer. S'il a un patient qui sait d'avance qu'il a 14 minutes, le patient va utiliser une stratégie pour divulguer l'information qu'il donne au médecin et il ne va jamais le voir comme un partenaire. Il va plutôt essayer de l'orienter vers la bonne prescription, la bonne suite, etc. Si à l'inverse, vous vous mettez du côté du médecin, je prends néphrologie, pathologie rénale. Dans la moitié des cas, si le patient vient sans ses résultats de biologie, les 14 minutes servent à rien. Parce que le néphrologue n'a aucune idée en fait, de la réalité de la pathologie rénale.
Si à l'inverse, le patient a une vraie pathologie rénale, il faut 30 minutes pour lui expliquer comment elle fonctionne et répondre à plein de questions sur le bon régime alimentaire, les activités physiques qui sont adaptées, celles qui ne le sont pas. C'était la prévention tout à l'heure. Si vous maintenant vous créez une intelligence artificielle qui permet de préparer ces 14 minutes, vous avez la certitude de deux choses. Un, c'est que le patient, avant de voir le médecin, n'aura rentré aucune forme d'information. Donc le médecin aura une vue complète de l'information pertinente ou pas pertinente que le patient avait envie de partager. Et deux, vous allez pouvoir utiliser une interaction humaine pour faire du Pygmalion, c'est-à-dire pour que votre patient arrive pendant ces 14 minutes déjà entraîné sur ce qu'est sa pathologie. Vous pouvez lui montrer une vidéo, vous pouvez lui montrer... Il y a un médecin, Paul Brousse, qui, quand il doit faire de la chirurgie hépatique, montre concrètement le foie et la manière avec laquelle il peut l'aborder dans le cadre de la chirurgie. Donc vous pouvez commencer à partager sur les stratégies thérapeutiques que vous pouvez avoir et discuter de façon totalement partenariale avec lui sur par quel, en fonction du niveau de risque, par quel abord vous souhaitez que j'intervienne. C'est intéressant, la moitié des patients vont vous dire je préfère pas savoir, puis il y a la moitié des patients qui disent moi je vais être partenaire de ce choix-là. Donc le cœur de Pygmalion, c'est comment je fais le design d'une intelligence artificielle de ce type. Comment je donne au patient la conviction quand il va dessus que j'ai la certitude qu'il va comprendre ce que je partage avec lui. Personnellement, je suis assez convaincu que c'est un sujet collectif au-delà de la santé et que le design a une très grande place dans la santé et notamment du campus Nord. Donc on a créé à la PHP une chaire avec l'ENSI. Vous savez aussi qu'il y a une chaire innovation publique qui s'est créée entre l'ENA et l'ENSI plus globalement. Et avec la PHP, on avait créé une chaire avec l'ENSI qui visait à créer une logique d'evidence-based du design dans la santé. C'est-à-dire, il y a quelques rares études qui montrent que quand une chambre hospitalière est bien designée, on a une durée moyenne de séjour qui est réduite d'une journée. Vous avez lieu et place à faire des études design sur où je place le lavabo pour laver les mains dans la chambre pour donner envie de réduire les risques de contagion, maladies infectieuses, etc. Je pense qu'il y a, à mon avis, un vrai champ à investiguer sur quel est l'impact de petites choses bien designées sur l'amélioration de la santé. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Ouais. Bonjour, Roxane Saint-Denis, je suis de la CAF de Paris et je me demandais comment est-ce qu'on accompagne les professionnels en fait à changer de posture, puisque ce que vous dites, passer d'une... dans la relation de partenariat, ça implique aussi pour le professionnel d'évoluer. En CAF, on a ce sujet-là, comment est-ce qu'on accepte que finalement certains allocataires, avec l'accès à l'information et aux nouvelles technologies, vont arriver avec un niveau de connaissance parfois supérieur à celui du technicien. Comment est-ce qu'on accompagne l'évolution de métier? Oui, alors, je ne peux pas répondre à votre question sans oublier 2 ans de ma vie qui ont été consacrés à Martin Hirsch. Tu disais, Benoît, mais j'étais dans l'équipe qui a préfiguré le RSA et avec la CAF de Paris. Mais moi, Martin nous demandait d'animer des groupes de bénéficiaires du RSA. Moi, j'avais 2 groupes, un à Nancy, un à Angoulême, et je rencontrais tous les mois, quand on a fait cette réforme, une quinzaine de bénéficiaires du RSA. Et ils avaient exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que vous savez, on était à une époque, on avait des grands débats sur ce qu'est de l'insertion au titre de la compétence du Conseil général en matière d'insertion et ce qu'est de la formation au titre de la compétence du Conseil régional en matière de formation. Et dans ces grands débats, tombait toujours dans l'entre-deux le permis poids lourd que les bénéficiaires du RSA voulaient utiliser pour pouvoir trouver du boulot. Et moi, j'en ai eu plein comme ça des bénéficiaires. Et je trouve que une partie de l'engagement ou du changement de posture que vous évoquez, il va être lié dans une évolution du contact que vous avez avec les usagers, c'est-à-dire vous créer des contacts positifs qui vont permettre de valoriser le savoir qu'ont les usagers sur leur situation, et c'est particulièrement vrai du domaine de la pauvreté, parce que les usagers ont 1000 fois plus de science de ce qu'est un parcours qui fonctionne pour s'insérer et par rapport à ce que les statistiques montrent, donc vous avez intérêt en fait à travailler avec eux. Ça c'est une première chose. Ensuite, les changements de posture, alors maintenant dans une entreprise de conseil, les changements de posture managériale, c'est un sujet sur lequel nous on travaille, et je pourrais reprendre l'exemple de la PHP. Depuis qu'il y a Doctolib à la PHP, les secrétaires médicales n'ont plus besoin de rentrer les rendez-vous en ligne. C'est à peu près 40% de leur activité jusqu'à présent. Donc vous avez envie de leur dire, allez au-devant des utilisateurs et faites en sorte d'accompagner le parcours, de projeter du Pygmalion, etc. Ma conviction personnelle, c'est que pour partie, ces changements de posture, ils ne sont pas également distribués.
Et ils sont totalement liés à une forme d'intelligence que dans vos organisations, vous savez souvent rarement distinguer, parce qu'elle n'est pas une intelligence qui est reconnue par le système éducatif, c'est l'intelligence comportementale. Vous avez des gens qui sont extrêmement doués pour faire la bascule que j'évoque dans le système hospitalier. Vous allez avoir des gens qu'il va falloir accompagner vers autre chose. Et donc je pense que la première étape du changement de posture, c'est une étape très ressources humaines, qui est de révéler des intelligences, on peut dire savoir-être, maintenant on dit intelligence comportementale, c'est la même notion, mais savoir révéler et cartographier ces intelligences et construire un projet professionnel autour de ça.